la forêt nous donnait tout. C'est-à-dire que d'abord, quand on travaillait dans nos maisons, on utilisait les choses de la forêt. Quand on voulait manger, tout venait de la forêt. Tout venait de la forêt, c'est-à-dire que ce soit la viande, que ce soit le feu, qu'on cueillait le coco et tout ce qui s'ensuit. Voilà pour nous l'importance de la forêt. C'est dans cette forêt que nous-mêmes, les Badiali, nous essayons de faire la pharmacopée. Dans la forêt, nous avons nos écorces, nous avons des arbres sacrés. C'est dans cette forêt même que nous cherchons à nourrir nos enfants. Sans cette forêt, nous ne pourrions plus envoyer nos enfants à l'école. We had a key objective to strengthen the capacities of non-state actors in Cameroon and Central African Republic to be involved in the implementation of the VPA. The approach was to focus on the national civil society platforms and support the work of these civil society platforms to engage with policymakers at a higher level, but at the same time to create mechanisms linking also forest-dependent communities and indigenous peoples into the different policy reform processes. En fait, la plateforme Communauté et Forêt vise à améliorer la gouvernance forestière et d'influencer en fait la politique camerounaise par rapport à la gestion des forêts en faveur des droits des communautés. Et concrètement, cette plateforme s'engage à participer de manière très active et effective au processus APV FLECT. Et en travaillant ensemble, en synergie, on a pu mettre en œuvre des stratégies pour assurer à ce que des points qui concernent vraiment la société civile, notamment les droits des communautés, pour les mettre en avant et de les mettre sur la table. C'était le comment engager, nous en tant que plateforme, les discussions avec les autres organisations de la société civile pour apporter une réponse concertée à ce problème. C'est quoi voici un problème et comment est-ce qu'on s'assoit tous pour essayer d'apporter des solutions concertées. Et dans ce sens, le projet a pu un peu appuyer des discussions, des réunions de concertation dans ce sens-là, appuyer les groupes de travail qui pouvaient travailler dans le fond. C'est vraiment, si on peut dire, les éléments de succès, ou du moins ces éléments phares que le projet a apporté pour renforcer la participation des différentes parties prenantes, notamment pour ce qui concerne, quand j'ai présenté la société civile et les comités autochtones à la base. La plateforme, c'est un forum de plus d'une quarantaine d'organisations et on avait la possibilité de discuter entre nous, d'identifier les questions clés de la mise en œuvre de l'APV et d'arriver à construire des positions, formuler et faire des propositions à l'administration. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Une société civile bien structurée, bien organisée est le gage d'une qualité de participation. Ce que le projet a permis vraiment, c'est de renforcer cette dynamique, de se rasseoir, de parler ensemble et d'avoir des propositions concertées. Et cette proposition concertée était une proposition de qualité qui amenait sur la table de discussion de la mise en œuvre de l'APV des questions fondamentales. C'est grâce au projet IUCFPR que les plateformes ont pu maintenir, notamment en 2015, une dynamique constante, ont pu améliorer la planification de leur travail, ont pu clarifier les visions, clarifier les structures et les modes de fonctionnement au sein de fonctionnement interne dans les plateformes, mais aussi c'est à travers ce projet que les plateformes ont pu développer de nouveaux outils de communication s'appuyant sur des plans de communication qui ont été élaborés pour rendre la communication des messages beaucoup plus clairs. Il y a eu une amélioration dans la qualité d'organisation interne, mais aussi dans la qualité de la communication et dans la qualité des relations avec les parties prenantes dans les différents pays, amenant à un nouveau positionnement des plateformes de la société civile qui soit un positionnement plus influent. Le pays devait s'engager dans le processus de l'APV FLECT. On n'avait pas un réseau. Et donc, certaines organisations étaient identifiées pour prendre part à la négociation. Et donc, très vite, nous nous sommes rendus compte que aller dans ce processus-là de façon individuelle et dispersée ne pouvait pas résoudre le problème. D'abord, sur le plan stratégique. Aujourd'hui, une organisation, ça va être très difficile d'influencer un grand processus, par exemple, comme l'APV ou comme RED.
si on doit aller de façon dispersée, ça va être très difficile. Deux, dans le cadre du réseau, ça permet à chaque organisation de se renforcer, c'est-à-dire dans le cadre du renforcement de capacité. Ça permet aux organisations d'avoir le même niveau d'information, d'être à même niveau, et puis ça leur permet de participer de façon efficace et effective. Troisième chose, ça permet aussi de circuler l'information et de suivre la mise en œuvre, comment on appelle, de poursuivre la mise en œuvre du processus. Nous voulons aussi, à travers ce projet IUCFPR, entrer dans une autre dimension qui est celle davantage du développement personnel et du développement des leaders au sein des organisations de la société civile, afin d'éviter que la société civile soit toujours représentée par les mêmes personnes, afin d'éviter que la société civile, que les dynamiques de la société civile soient toujours portées ou pilotées par les mêmes organisations, mais qu'il y en ait plusieurs qui soient capables de porter les messages, de les défendre, de piloter des initiatives au nom de la société civile entière, mais en manifestant des compétences et l'influence nécessaires pour obtenir de meilleurs résultats. Alors donc, le projet a permis de renforcer véritablement les capacités des membres des organisations de GDRNE. Et donc, dans un premier temps, dans la manière à laquelle ces organisations peuvent monter des projets, la manière à laquelle ces organisations peuvent rechercher le financement et la manière à laquelle ces organisations peuvent mener des projets. Ça a permis à certains membres d'organisations de comprendre ce que c'est le plaidoyer. Comment formuler un plaidoyer, comment adresser un plaidoyer, comment défendre un plaidoyer. Ça nous a permis d'améliorer notre capacité en termes de négociation, en termes de mener de dialogue et en termes de suivi du processus de plaidoyer. CIDT nous a transmis toutes les règles et procédures à respecter dans le cadre de l'utilisation des ressources financières de ce projet. Et ça a été véritablement un grand changement dans nos pratiques habituelles. Et je crois que partant de cette expérience, on a étendu ça à toutes nos autres actions dans les autres projets. Toujours dans le cadre de ce projet, nous avons constaté que tous les responsables de notre organisation qui participent de temps en temps à des réunions de coordination ici, de coordination dans le cadre de ce projet, à chaque fois quand eux ils rentrent après la réunion, on sent un changement parce qu'après les échanges d'expérience avec d'autres responsables de d'autres organisations, il y a des choses, par exemple moi en tant qu'administrateur, que j'explique, qu'on ne se comprenne pas vraiment facilement. Après cette réunion, il paraîtrait que ça passe très bien. Les plateformes visent aussi, d'une façon générale, la défense des droits des communautés ou la promotion des droits des communautés, le développement des communautés. Mais en matière de développement, les communautés locales, les populations locales ont elles aussi des expériences, ont elles aussi des savoirs, ont des connaissances locales qui doivent absolument être prises en compte dans une démarche de participation, de consultation, tant dans l'élaboration des projets que dans la conduite d'actions de plaidoyer par les organisations de la société civile. Maintenant, en ce qui concerne les communautés forestières, je pense que les minorités pygmées Aka, par le passé, sont considérées comme des laissés pour compte. Les gens qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas d'écriture, qui sont des primitifs, qui sont abandonnés à leur triste sort. C'est-à-dire des gens qui sont comme ça, et puis qui sont marginalisés, qui sont exclus de la société. L'homme pygmée n'a pas la parole. C'est vous qui nous pouvez nous encourager de le faire. Hein? Mais nous, on ne peut pas le dire aux gens aussi. On n'a pas la parole, on dit que le pygmée c'est un animal. Alors que c'est ça. Nous avions beaucoup de droits, mais on ne peut pas parler, qui va comprendre?
À travers la sensibilisation et la formation faite par l'ONG Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmée, grâce à l'appui du CDT, on a comme l'impression qu'il y a une prise de conscience de la part de ces communautés-là. Il y a une prise de conscience de la part de ces communautés, dans le sens que maintenant ces communautés savent qu'ils ont des droits. Avant, ils pensaient qu'ils n'ont pas de droits. Ils sont laissés pour compte, que personne ne pense à eux. En réalité, nous, notre problème, c'est de voir le bien-être des communautés. Ces communautés locales et populations autochtones sont employées par les sociétés forestières. Mais toutefois, leurs droits aussi ne sont pas totalement respectés. Mais ça permet qu'à la base, que ce soit les ONG de droits de l'homme qui, eux, informent les organisations, les ONG de l'environnement qui, eux, regardent les questions de l'environnement et ajoutent une formation, et les ONG encore de droits de l'homme qui voient l'applicabilité et le respect des textes territoire national, notamment sur la question du travail ou sur les questions sociales, partagent ensemble, se rassemblent et veillent justement au bien-être des communautés. Because we used to think that we are mandated by the communities to represent them, to speak for them, but now we see we have a bigger responsibility ahead of us to report back to them, carry their actual views, aspirations towards different decision-making instances where we find ourselves. Nous avons travaillé à implémenter le CLIP, à faire connaître aux communautés concernées par le projet ce que c'est que le CLIP, afin qu'elles sachent effectivement les conséquences que ce projet pourrait avoir dans leur mode de vie. Les sabers, c'est des outils qu'avant les missionnaires utilisaient dans les églises catholiques pour essayer un peu de faire la campagne de sensibilisation et d'évangélisation. Donc ça permet de générer de l'énergie électrique, ça permet de favoriser la rediffusion de tout ce qui se passe autour de l'APVFLECT en des langues locales. Il est important de relever que nous avons également utilisé des radios communautaires pour faire de la sensibilisation. Et au travers de ces radios, nous avons conduit des débats radiophoniques sur l'observation indépendante externe des forêts et le rôle des communautés, avec le contrat que nous avons eu à faire, à établir avec certaines radios communautaires. Ils avaient la charge de rediffuser ces débats et ces émissions radio plusieurs fois et en traduisant également en langue locale pour permettre une plus grande compréhension par les communautés. En termes de changement pour les communautés, on s'est rendu compte que les communautés avaient plus d'éléments sur lesquels pouvoir se baser pour pouvoir dénoncer les activités d'exploitation forestière illégale. Et ça leur permettait aussi, par la même occasion, de jouer un rôle beaucoup plus important dans la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire. It is possible for civil society working with local forest communities to influence policy if there is an environment that permits them to do so. And I think that is what happened, for example, when the government in Central African Republic accepted to open up the space for civil society to contribute to the new country constitution. Lorsque le gouvernement centrafricain avait lancé le processus inclusif d'élaboration de leur projet de constitution, nous en tant que société civile, nous avons saisi cette occasion. Ça concerne d'abord les droits des communautés, la transparence, la bonne gouvernance, beaucoup de choses que nous avons essayé d'énumérer pour capitaliser et présenter à cette commission en charge de rédaction de la nouvelle constitution. Nous avons été aussi auprès des communautés pour présenter, voilà, nous, société civile, voilà ce que nous avons proposé comme axe prioritaire à intégrer dans la nouvelle constitution. Ce qui vous concerne, voilà, c'est ça. Nous sommes le premier pays africain à avoir ratifié la Convention 69 de l'OIT relative aux peuples indigènes et tribaux. Et là, c'est déjà un grand pas. Dans le cadre du plaidoyer, nous sommes parvenus à intégrer dans la Constitution centrafricaine des préoccupations liées à la transparence et à la gouvernance du secteur des ressources naturelles. Et ça, j'en suis très fier. Ça, c'est quand même un succès majeur pour la société civile centrafricaine. Ça, c'est du jamais vu. Mais tout ça aussi, il faudrait reconnaître à l'APV ce caractère inclusif et participatif qui nous a permis vraiment d'atteindre cet objectif-là. Quels sont les moyens que nous avons pour veiller à l'application effective des textes? On a de bonnes lois,
Le problème, c'est l'application de ces lois. C'est pourquoi la société civile doit considérer quel est l'œil, non seulement du gouvernement, mais aussi des communautés à la base. Quand bois n'est marqué, ils abandonnent parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas payé de taxes, ils reviendront d'une façon bien d'une autre récupérer. Ils savent qu'ils n'ont pas de charges perdues, ils n'ont rien perdu en termes de taxes, en termes de redevances. Tu vois, tout ça n'est pas marqué. Et comment est-ce qu'on fait avec la traçabilité du bois en rapport avec la PV Fleck le moment venu? C'est difficile, tout ça est illégal. L'observation indépendante permet de renforcer les capacités des organisations de la société civile, mais aussi des communautés, dans la documentation des activités forestières potentiellement illégales, afin de les dénoncer pour interpeller les autorités compétentes dans l'application des législations en vigueur. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir être capables de, à chaque type de forêt qui est autour d'eux, ils suivent leurs droits? Et ça, il fallait outiller les communautés. Et c'est ce que le projet a fait à travers les activités d'observation externe, à renforcer les capacités de communauté, à savoir, ok, comment je me rassure par exemple qu'une activité d'exploitation forestière, si je prends par exemple la coupe du bois qui est faite à côté de ma maison ou bien derrière mon champ, comment rassurer qu'elle est légale? Par exemple, que le bois est coupé dans les dimensions qui sont respectées. Comment me rassurer par exemple que moi en tant que communauté, le bois qui est coupé derrière et pour lequel la loi reconnaît que je dois avoir 10% comme redevance forestière, comment me rassurer que cet argent est effectivement payé et comment est-ce que je fais pour avoir accès à cet argent pour pouvoir faire des projets qui permettent d'améliorer les conditions de vie de la population à la base. Si on s'approche du ministère des Forêts, les statistiques en matière de dénonciation venant des communautés ont augmenté. Ça interpelle l'administration à venir sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et regarder c'est quoi le problème pour voir quelles sont les actions, puisque le contrôle forestier, c'est les missions régaliennes de l'administration. Toujours dans le cadre de nos activités, nous avons mené plusieurs missions d'observation indépendante externe sur le terrain. Question pour nous de pouvoir dénoncer certaines activités forestières illégales. Grâce au rapport des lettres de dénonciation que nous avons déposées au service du courrier de l'administration en charge des forêts, le MINFOR, le nombre de missions conjointes que nous avons effectuées avec la Brigade nationale de contrôle a augmenté. Seulement cette année, nous avons déjà effectué jusqu'à 3 missions conjointes, alors que par le passé, nous n'avons pas vraiment eu de mission avec l'administration en charge des forêts. Donc nous pensons que grâce à notre travail, grâce à la qualité de nos rapports, nous pensons que cette augmentation de missions-là est due à cela. Le projet a permis le renforcement de capacités des plateformes de la société civile dans les 2 pays d'intervention, mais le projet a aussi permis les échanges d'informations et d'expériences entre les plateformes de la RCA du Cameroun avec les autres plateformes de la société civile dans le bassin du Congo. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre approche de renforcement qui est celle des visites d'échange entre les plateformes des différents pays mettant en œuvre les accords de partenariat volontaire ou négociant la signature d'accords de partenariat volontaire. Ces échanges permettent aux plateformes des pays en négociation d'apprendre des difficultés, des contraintes, mais aussi des opportunités et des succès que les plateformes des pays en mise en œuvre ont pu vivre afin d'améliorer leurs approches et leurs méthodes pour obtenir plus de résultats dans la phase de négociation. Ça permet aussi à ces pays en négociation de tirer le bénéfice de l'apprentissage des plateformes à l'étape de mise en œuvre sur ce qu'elles auraient dû faire pendant la négociation pour sécuriser ou garantir certains acquis pour la mise en œuvre, qu'elles, en négociation, peuvent encore revoir. Le partage d'expérience au sein de ce projet a été très bénéfique pour SIET. La formation que FODER a dispensée en RCA nous a permis de monter un projet de l'observation indépendante externe.
l'observation indépendante à un moment donné était une nouveauté pour la RCA. On n'avait pas d'expérience. C'est toujours l'échange qui permet d'améliorer les pratiques de chaque organisation, de chaque plateforme. Ce qui a été important pour moi, c'est l'expérience d'une des plateformes de la RDC sur la mobilisation des fonds. Nous ne savions pas, tu vois que c'est une plateforme qui s'est organisée, qui a eu des financements et qui a permis d'avoir un siège et une façon de structurer et de fonctionner. Nous pensons que c'est important d'avoir une société civile renforcée, mais c'est aussi important d'avoir un seuil des organisations de la société civile capables de continuer à travailler sur ces questions, de continuer à plaider envers les autorités pour assurer la prise en compte des droits et des communautés dans la mise en œuvre, soit les processus APV FLECT, mais aussi tout ce qui est processus sur la RED et tout ce qui est les questions sur l'utilisation des terres dans les 2 pays d'intervention de ce projet. En tant que centre de formation à l'université de Wolverhampton, pour nous, la valeur ajoutée d'avoir une université qui s'intéresse dans ces questions de gouvernance forestière et que nous pouvons accompagner les universités dans les 2 pays. Dans le cas des champs, c'était le Cameroun et la RCA, pour retravailler les programmes de formation, pour s'assurer que les programmes de formation sont à jour. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a appuyé les universités à revoir les programmes de formation et de s'assurer que ces projets intègrent les questions de gouvernance forestière, les questions de droit, les questions sur la RED, les questions sur le changement climatique. Et donc, les modules de formation ont été développés. Et donc, nous pensons qu'en tant qu'université, c'est vraiment une valeur ajoutée de cette action qui assure effectivement la durabilité de cette action. Nous avons également organisé des séminaires thématiques et à mobiliser tous ces experts qui sont venus livrer des formations aux étudiants des facultés, des universités qui font dans la formation forestière. Et ça a permis quand même de mettre les étudiants à jour sur ces nouvelles thématiques que sont la PV FLECT et la gouvernance forestière. Les étudiants sortant de ces établissements, puisque ce sont des futurs cadres du pays, ils sont appelés à travailler dans les sociétés forestières, ils sont appelés à travailler dans l'administration forestière et également occuper des postes dans lesquels la gouvernance forestière et également les droits des communautés doivent être pris en compte. Donc là, on prépare les étudiants à s'affronter à ces concepts de gouvernance forestière. Mais le problème, c'est que ces enseignants n'ont pas une connaissance approfondie sur cette problématique-là. Ils ont qu'une connaissance un peu superficielle, voilà, limitée sur la gouvernance forestière. Et ce que le projet a apporté leur a permis maintenant d'élargir un peu le champ de la gouvernance forestière dans tous ces aspects. Maintenant, il y a énormément, certains étudiants commencent déjà à formuler des thèmes de recherche relatifs à cette problématique, la gouvernance forestière. Déjà en classe, les enseignants commencent déjà à transmettre ces savoirs aux étudiants. Donc ça, ce sont des acquis qu'on peut vraiment valoriser. Mais il y a évidemment encore un énorme travail qui reste à être fait. Et la force du projet était en fait d'établir des relations entre des ONG du Nord et du Sud, et aussi au niveau de la sous-région. Et ceci est très important pour la suite de l'aventure, parce que ces relations, on aura besoin de celles-ci pour en fait avoir un impact réel au niveau de la politique qui concerne la gouvernance forestière. Maintenant, il est question de consolider ces acquis pour faire en sorte que les choses puissent se dérouler comme il se doit sur le plan institutionnel et organisationnel. Comment se rassurer que, par exemple, au Comité national de suivi, où les décisions sont prises relatives à améliorer la mise en œuvre de l'APV, de se rassurer que tout est mis en œuvre? Comment se rassurer qu'à l'agenda final, les préoccupations de tous les parties prenantes sont inscrites? Il ressort partout que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de baisser les bras parce que tu as des atouts. Tu as des atouts et que les communautés comptent sur toi. En fait, je me suis rendu compte
que j'ai de réels atouts et que je n'ai pas le droit de me battre. C'est un combat à la fois local et global, le problème de la foresterie. Je n'ai pas le droit d'abandonner le combat chez moi pour ne pas trahir même les autres pays. C'est un combat global. Voilà le grand problème, c'est que nous nous battons maintenant qu'il y ait partout des organisations autochtones qui peuvent parler au nom des autochtones. Se faire représenter partout où ils peuvent se faire représenter aussi. Avoir aussi le même pouvoir que les autres. Voilà le grand combat qu'il nous reste à faire. En fait, ce projet nous a aidés à être sur un chemin qui est encore long, mais on est tout à fait confiante qu'on va y arriver. Et ensemble, on est plus fort. Et ça nous a été démontré à travers le projet. We appreciate very much the European Union and DFID for providing support to this project at that time when there was a crisis going on in Central African Republic, because without that support, civil society would have been destroyed completely. And this is very useful for the sustainability of this action, because now the crisis has subsided, and now we have a vibrant civil society in place that can continue to represent communities and to be heard.